Libre-échange de 9 à 10 heures sur RCN 90.7. Je suis content d'accueillir Marine Godefroy, qui travaille à l'instance régionale d'éducation de la promotion de la santé et qui est chargée de projet. Alors, qu'est-ce que l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé ? Alors l'IREP, c'est une association qui agit dans le domaine de la promotion de la santé. Alors la promotion de la santé, c'est vaste. C'est très vaste. Pour faire court, vraiment, c'est voir la santé vraiment de façon positive et globale et d'envisager la personne dans son environnement et de mettre tout en œuvre pour qu'elle accède à un bien-être, à une certaine qualité de vie. Voilà, de façon très raccourcie. Et donc, l'IREPS, alors a plusieurs activités, mais vise vraiment à accompagner les professionnels qui veulent mettre en place des projets en santé. Enfin, on fait des formations, mais aussi de l'accompagnement méthodologique, donc c'est vraiment accompagner plus individuellement la structure dans son projet. C'est pas de faire de l'animation, mais c'est bien de l'accompagner, l'aider à monter son projet dans les différentes phases de la méthodologie de projet. Parce qu'en fait, vous faites études, expertise, prestations documentaires, pôle régional de compétences en éducation dans la santé aussi. Voilà, ça c'est d'autres activités. Alors c'est d'autres activités. Au-delà de l'accompagnement des professionnels, on a vraiment plus un pôle, enfin un volet expertise, études. On a mené une étude récemment sur l'accompagnement des malades chroniques, l'accompagnement psychosocial des malades chroniques en Lorraine. Voilà, ça c'est un exemple qui peut rentrer dans le volet expertise. On travaille également sur les inégalités sociales de santé dans le cadre du pôle de compétences. Le pôle de compétences, c'est plein d'acteurs en santé qui se mettent ensemble pour rendre accessible la promotion de la santé. C'est que j'ai écrit un bouquin. Il s'appelle Zone Rurale Haute Santé, qui fait suite à un rapport que j'ai présenté au Sénat, et on a monté une association qui s'appelle Big Bang, qui a pour but de lutter contre les désertifications médicales pour une proximité équitable des soins à tous. Donc, je crois qu'on est un peu complémentaires, en fait. Oui, ça rentre bien dans le champ du travail qu'on mène sur les inégalités de santé dans le cadre du pôle de compétences. C'est vrai que c'est un vaste sujet qui touche vraiment des acteurs très, très différents et dont les problématiques de désertification médicale, justement. Oui. Et justement, alors comment ça se passe un petit peu avec les acteurs de la santé ? Est-ce qu'ils adhèrent ? Est-ce que il y a une certaine facilité ? Est-ce que quelque part comment dirais-je, ils n'ont pas peur je vais dire entre parenthèses d'une certaine concurrence, parce que moi bien souvent c'est le problème que je rencontre. C'est-à-dire on installe des médecins. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ils se disent, j'ai beaucoup trop de travail, on met un autre médecin. Et là, tout de suite, ils font tout pour lui casser les jambes, lui faire les croche-pieds, parce qu'ils disent, Donc, on est vraiment dans l'accompagnement, dans le soutien. Et je pense qu'on n'est pas sur les mêmes... on prétend pas du tout être compétent sur certains domaines, mais on est bien dans la méthodologie de projet, dans l'accompagnement. Donc, je pense que c'est plutôt vu comme une aide, même si c'est pas toujours facile de s'entendre dire quand on mène un projet, qu'il faut parfois réorienter son projet, envisager d'autres stratégies. Mais non, je pense que, en tout cas, on n'a pas cette problématique-là. Alors, c'est quelque chose, je le soutiens parce que c'est que je rencontre assez fréquemment. Donc, en fait, pour continuer un petit peu par rapport à ça, par rapport à l'ARS, donc vous êtes complémentaire à l'ARS, vous faites partie de l'ARS, comment que ça se passe ? Alors non, on ne fait pas partie de l'ARS, on est financé pour partie par l'Agence régionale de santé. Oui. L'ARS nous a identifié sur certaines activités, notamment le conseil méthodologique, comme interlocuteur pour accompagner les acteurs, mais on ne fait pas partie de l'ARS. D'accord. Mais quelque part, vous travaillez avec eux, vous êtes complémentaires, vous apportez, donc vous avez leur soutien quand même. Oui, on a leur soutien dans le sens où on est déjà un échelon régional pour mettre en place la politique régionale de santé. Soutien quand même qui doit être là normalement parce que le but de l'ARS c'est ça, c'est d'aider un petit peu. Bon, j'ai pas pour habitude de mâcher mes mots, mais il est vrai, moi je trouve un petit peu décevant, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un certain nombre de problématiques et que derrière, il y a des actions qui sont menées un petit peu à gauche, à droite par certains organismes. Ça manque un petit peu de cohésion, ça manque un petit peu, de regroupement. Et puis derrière il y a des bâtons dans le groupe. Pour quelle raison?
raison, tout simplement, on manque de budget, on manque d'argent. Et ça, je déplore un petit peu. Est-ce que vous ressentez un petit peu ça? Déjà, on ressent qu'il y a besoin de cohérence, mais notre mission, elle est bien d'essayer d'éclairer les acteurs, enfin de les aider à mettre de la cohérence dans leur projet. Pour ce qui est du volet financier, c'est vrai que les temps sont durs, je dirais, pour tout le monde, pour les structures également. C'est pas facile, mais l'objet, c'est quand même toujours de les accompagner et de faire, dans le contexte actuel, ce qu'on peut le mieux possible, quoi. Et au niveau, alors maintenant, si on parle d'intervention, prenons des cas pratiques. Est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, un cas où vous êtes intervenu? Moi, je parle beaucoup des pôles pluridisciplinaires de santé. Est-ce que vous en parlez de ça? Alors, on commence l'accompagnement, mais je dirais que c'est quelque chose qui est émergent des maisons de santé pluridisciplinaires ou des pôles de santé. Mais c'est quelque chose qui est seulement en train de se mettre en place, pour nous, en tout cas dans le cadre des conseils méthodologiques. Sinon, les accompagnements sont tellement diversifiés. On a accompagné des établissements dans la mise en place, par exemple, de diagnostics pour savoir un petit peu aller recueillir les besoins identifiés par les professionnels en termes de santé, les demandes aussi auprès des élèves, qu'est-ce que eux finalement ressentent et font émerger comme demande, et puis ce qui existe déjà en termes d'action, ce qui a déjà été mis en place, pour après écrire je dirais un plan d'action, s'organiser, tirer des priorités de tout ça. Et je parlais de cohérence tout à l'heure, et que faire des choses cohérentes et pas redondantes d'année en année, ou pas redondantes avec ce qui est déjà fait, ou même qui répondent pas parfois à un besoin. Donc ça, c'est l'exemple d'un accompagnement qu'on a pu mener sur cette année scolaire. Et donc, derrière en aval, après, vous faites, je vais dire, vous regardez un petit peu quels sont les résultats. Vous faites une analyse par rapport à ça. Avec les professionnels, c'est ça, on les accompagne en leur expliquant un petit peu comment s'y prendre dans l'analyse, par où prendre les choses. Le but, là, c'était vraiment d'accompagner ce qu'on appelle le CESC, c'est dans tous les établissements, c'est un regroupement, il y a parfois le CESC. Le CESC, j'adore, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Voilà. C'est ça. Et dedans, il y a des professeurs, il peut y avoir des CPE, il peut y avoir un principal. Et donc, c'est vraiment de les accompagner dans ce travail-là et de les soutenir, pas qu'ils se sentent seuls, parce que souvent, la santé ou la promotion de la santé, c'est quelque chose qui s'ajoute aux missions et c'est encore quelque chose en plus. Et donc, c'est vraiment de les soutenir et de les aider à mener à bien leur projet. Oui, parce que il faut savoir qu'il y a 7 fois plus de cas de suicide dans ce domaine de la santé-là que dans d'autres domaines. Donc ça, je pense que vous devez le ressentir énormément. Il y a un énorme désarroi par rapport à ça. Et est-ce que vous ressentez justement ce désarroi que peuvent exprimer ces praticiens ? Ce qu'on peut ressentir, c'est auprès des personnes qui agissent dans le domaine de la santé, sans être médicaux, dans les professionnels médicaux, c'est vraiment qu'il y a une charge de travail importante et donc qui a besoin effectivement d'être soutenu, puis d'être guidé, et puis c'est parfois pas non plus la formation initiale, pof, on arrive, on est parachuté là, comment on s'y prend, ça s'invente pas, quoi. Donc voilà, ça c'est vrai qu'on peut ressentir ce besoin, mais je veux dire, quand les personnes sont en demande d'accompagnement méthodologique, c'est qu'elles sont déjà dans cette démarche-là, d'avoir envie d'être soutenues, d'être aidées. Alors dans les différentes émissions, j'ai rencontré pas mal de personnes, pas mal de gens qui justement ils disaient le problème aujourd'hui qui existe, on a de plus en plus de boulot en milieu hospitalier, de moins en moins d'effectifs. Non seulement ça, c'est qu'on va encore supprimer des hôpitaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça ? Moi, je pense que c'est une question extrêmement compliquée parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le voir, il y a énormément de travail dans les établissements avec des équipes qui sont réduites. Mais je pense que, vu d'un autre côté, il y a également des soucis budgétaires et qu'aujourd'hui, si on se projette dans le long terme, ça fait un petit peu peur du devenir, justement, de ce que va pouvoir devenir notre système de santé. Et l'équilibre est difficile à trouver des deux côtés. En fait, du côté vraiment des soignants quotidiennement et de voir que les équipes sont réduites, qu'il y a une masse de travail incroyable, et du côté aussi des institutions où il faut faire des choix et des coupes budgétaires et comment trouver l'équilibre pour parvenir quand même à garder une qualité dans le système de santé.
Oui, mais moi je dis que la santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de politique, la santé n'a pas de couleur. C'est un soin qui doit être accessible à tous. Donc à un moment, je suis désolé, mais on ne doit plus parler d'argent. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué et que c'est difficile même de se positionner, parce que c'est vrai que on se dit mais il doit pas y avoir de choix, tout le monde doit pouvoir avoir accès aux soins égalitairement. Voilà, équitablement. Ouais. D'un autre côté, comment on va faire dans les années à venir? Il y aura plus de fonds dans les caisses Alors ça c'est juste un sujet là. Vous allez devenir l'animatrice, moi je vais répondre comme c'est parti. Mais parce qu'aujourd'hui, une chose importante, j'avais reçu un professeur justement qui travaille ici à Nancy dans la recherche sur ce qu'on appelle les maladies dégénératives, notamment Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, donc toutes ces maladies-là. À savoir que 80% des personnes, 80%, c'est énorme, vont contracter cette maladie. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment... Vous êtes là pour nous aider. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Quelles sont les solutions qu'on va mettre en place? Oui, là, je pense, évidemment, j'ai pas de réponse toute faite. Il faut anticiper les choses aujourd'hui, notamment, on parle beaucoup de prise en charge à domicile. Il faut pouvoir anticiper tout ça et rendre accessible tout ça. Aujourd'hui, il y a du travail. Ah oui. Alors justement, parlons-en non seulement du travail, mais vous parlez de la prise en charge à domicile. Moi, je prêche, je vais dire, non pas la bonne parole, mais que l'on développe tout ce qui est service à la personne, l'hospitalisation à domicile, la formation des personnes, un certain nombre de choses, de développer des pôles de santé, notamment, ça repasse par un refondement, moi je dis, de la santé. Alors pour en venir simplement, l'hospitalisation à domicile, les soins à domicile, qu'est-ce que vous en pensez? Comment que ça se passe? Moi, je pense que après, ça reste du choix évidemment de la personne, que beaucoup de personnes âgées souhaitent rester à domicile pour pas. Je parle personnes âgées parce qu'on parlait Parkinson, Alzheimer, mais peut être vrai pour toute personne. Donc, ça dépend du choix de la personne âgée, mais qu'après, il va vraiment falloir faciliter la coordination des acteurs au domicile et qu'aujourd'hui, ça pose problème. Alors, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, mais c'est vrai que quand on est au domicile, tous les acteurs se côtoient, que ça soit l'infirmière, le médecin, l'aide ménagère et les aidants familiaux ou professionnels, et qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin de coordination pour maintenir la qualité de vie autant que possible jusqu'au bout. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça fait que confirmer l'étude que j'ai réalisée. Mais alors aujourd'hui aussi, il y a le problème, le phénomène, je vais dire, parce que quelque part il y a un peu de narcissisme. Je vais dire, il y a les gens, on a les médecins. C'est-à-dire que pour moi la santé, on est tous pareils, nous sommes tous égalitaires. Que ça soit quelqu'un, je vais dire, qui soit balayeur, qui soit ingénieur ou ce qu'on veut, elle est égalitaire. Ça c'est quelque chose. Et devant la souffrance, devant la maladie, on devra avoir égalitairement ses accès. Mais aujourd'hui, moi je trouve et c'est là j'aurais besoin de votre avis, c'est que il y a des gens qui veulent s'accaparer. Par exemple, les médecins, ils veulent s'accaparer un petit peu. J'ai rien contre eux, je suis ami avec beaucoup de médecins. C'est simplement pour ouvrir un petit peu les yeux, pour essayer de faire prendre conscience. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils essayent de s'accaparer de tout projet. Ils essayent de s'accaparer un petit peu de ce savoir, on va dire, au nom de pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça ? Moi, je pense que c'est extrêmement difficile de savoir laisser la place, et que aujourd'hui on commence à entrer dans ce mode de fonctionnement. On ne peut pas faire tout seul. Personne peut faire tout seul. L'infirmière peut pas faire toute seule. Le médecin peut pas faire tout seul. L'aide ménagère peut pas faire tout seul. Et qu'il va falloir apprendre à travailler ensemble, mais que ça demande à faire évoluer les représentations entre professionnels. Et que ça, c'est un travail sur le long terme, d'acquérir vraiment une culture et un langage commun pour pouvoir se mettre d'accord et travailler ensemble. Ça sera progressif. Mais effectivement, je pense qu'on ne peut pas rester dans ce mode de fonctionnement-là. C'est pas possible. On n'arrivera pas à garder une prise en charge de qualité. Et puis, tout le monde ne sait pas tout faire.
Ouais. Et chacun a ses compétences. Et je pense qu'elles sont complémentaires. Et on parlait de compétition tout à l'heure. Là, il ne peut pas y avoir de compétition, c'est complémentaire. Oui. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a du travail. Est-ce réalisable? N'est-ce pas une utopie? Je Non, sais pas, c'est jusqu'au bout. Il faut toujours viser l'utopie pour pouvoir accéder à toujours mieux. Je rappelle que derrière tout grand projet qui s'est réalisé, c'est que quelqu'un y a pensé, y a rêvé profondément. Mais ça demande vraiment l'application de tout le monde, des uns et des autres. Et surtout qu'aujourd'hui, bien, quand on prend, là on parlait par exemple des maladies dégénératives, notamment l'hospitalisation à domicile, il y a le médecin qui vient, mais il n'y a pas que le médecin. Derrière, il y a l'infirmier, il y a l'infirmière, il y a le kiné, il y a l'aide-soignante, il y a des personnes qui aujourd'hui sont seules, qui se retrouvent, il faut faire leurs toilettes, il faut les aider, mais c'est quand même assez grave. Alors un chiffre, je ne sais pas si vous êtes au courant, aujourd'hui actuellement, il y a 2,4 actifs pour un retraité. 2020, c'est-à-dire demain matin, à l'espace du champ, je veux dire, de l'univers, on va dire, c'est même pas de matin, ça y est, c'est déjà passé. On va se retrouver avec 1,4 actifs par retraité. 80% des gens vont se retrouver en situation de maladie dégénérative, et ce qui est encore beaucoup plus grave, qu'on ne prend pas conscience, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes, quand je dis des jeunes de 25, 30, 35 ans qui contractent ces maladies. Alors par rapport à ça, quel projet qu'on peut mettre en place? Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment d'anticiper la prise en charge et de vraiment la faire le plus précocement possible et de mettre en place une prise en charge progressive tout au long de l'évolution de la pathologie. Bien sûr, tout n'est pas centré sur l'individu, mais également sur son environnement. Oui, il y a les deux. Puis avoir l'environnement, c'est ça, avoir une maison de retraite. On manque de 55 000 maisons de place en maison de retraite aujourd'hui. On fait quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi je dis qu'on est dans une situation catastrophique. Là, le nouveau président, il s'est fait élire sur quoi? Sur des grandes promesses. Aujourd'hui, on promet plein de choses, et puis on est en train de se rendre compte que c'est de l'utopie, c'est irréalisable. Regardons au niveau de l'Europe, par exemple, là, on va se prendre le mur en pleine poire, quoi. Moi, ça fait des années que je le dis. Quand on voit pour les associations, par exemple, on va diminuer de 80% les budgets européens parce qu'on n'a pas de sous. Donc on fait quoi? Donc on a appelé à mourir, quoi, tout simplement. Alors justement, il y a un texte qui est génial et que j'invite à tous nos auditeurs, nos éditrices d'écouter. En fait, ça a été fait, c'est Où est l'aigle disparu? Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est la réponse du chef, c'est Sitting Bull, en 1854 au gouvernement américain, qui leur proposait d'abandonner sa terre aux Blancs en promettant une réserve pour le peuple indien. Et ça, moi, j'invite à le faire écouter à tout le monde. Il est magnifique, ce texte. Moi, ça fait 20 ans qu'il est au-dessus de mon bureau. Il fait partie de ma vie de tous les jours. Et dedans, il dit plein de choses. Et notamment, nous savons, il commence comme ça, arrive la terre, arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes. Nous savons au moins ceci. La terre n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la terre. Cela nous savons. Toutes choses se tiennent comme le sang qui unit une même famille. Toutes choses se tiennent. Alors, je vais pas sortir tout le texte, mais moi, j'invite à le faire écouter, à le partager. Ce texte, il dit une chose, c'est que nous sommes pas grand-chose dans l'univers et que il faut prendre soin de l'autre. Et en prenant soin déjà de soi-même, on prend soin de l'autre, et en prenant soin de l'autre, on prend soin de soi-même. Et comme il dit, c'est que en fait, l'homme ne fait pas, c'est pas la terre qui appartient à l'homme, c'est l'homme qui fait partie à la terre, et que je pense qu'il serait très important qu'on puisse avoir un plus grand respect, parce que moi je vois des choses, par exemple là ce matin je suis venu, j'ai vu j'étais derrière un camion, le mec qui balance son paquet de mégots comme ça, de cigarettes vides.
C'est un geste, il se rend pas compte, mais il y a un petit bout de plastique qui est dedans, et ce bout de plastique va mettre peut-être 100 ans, 150, 200 ans. Et c'est pour ça que j'arrive, que je dis que on a un petit peu mal barré, clairement, que là on parlait des problèmes de la santé, et problèmes mis au bout des problèmes, je me demande jusqu'où l'être humain va aller, et s'il y a encore une chance de revenir en arrière. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, alors après, voilà, je débute aussi, mais qu'il faut rester positif et se battre pour y arriver. Je parlais d'utopie tout à l'heure, c'est vraiment viser cette utopie et faire avec l'environnement qu'on a et la situation et le contexte aujourd'hui qui est difficile, et faire pour que ça aille au mieux. On se travaille sur les inégalités de santé, c'est ça, c'est d'essayer de réduire aussi les inégalités dans tout champ. Et pas que dans le domaine de la santé. Enfin, ça dépend comment on envisage la santé, mais la santé globale, c'est pas la santé pathologie. Voilà. Et donc, ça passe par là. Voilà, et vous avez raison, parce qu'en fait, on dit la santé, c'est qu'est-ce que c'est ? Ça y est, je suis malade, c'est le thermomètre sous le bras, c'est, je vais dire, les fers à gants. Non, c'est pas ça la santé. Non, c'est une hygiène de vie, c'est un ensemble de choses qui, moi, je pense, c'est depuis la naissance jusqu'à la mort, et je pense que justement ça passe aussi par l'éducation. Et aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on a mis plein de lois en place, on a mis plein de choses en place, les gens ils sont là un peu marre, ça devient ils deviennent plus ou moins, seuls. Aujourd'hui, 60% des jeunes vivent dans une immense solitude, alors que ils sont Facebook, ils ont tout ça. Mais pour moi, ça, c'est des instruments. Très sincèrement, c'est pas là la communication. La communication, elle est là, comme on est en train de faire avec Marie. Là, on fait un échange. Moi, je pense que ça passe par la prévention. Qui dit prévention dit éducation. Là, il y a un bouquin qui vient de sortir. Là, je pense que j'ai le droit de le citer. C'est l'Express. C'est vachement intéressant. C'est l'alimentation. Comment l'industrie nous manipule. Alors, moi, je vais parler de prévention, c'est l'hygiène de vie. Excusez-moi, sans être vulgaire, mais on bouffe n'importe comment, on nous fait bouffer n'importe quoi. Quand je vois qu'une femme aujourd'hui, ou un mec qui sait même pas cuisiner, faire cuire un steak, qu'il est obligé d'aller au supermarché, d'aller acheter, une gamelle, là, ça ressemble à rien du tout. Sincèrement, là, ça passe par la prévention. Est-ce que là, il n'y a pas de l'éducation à faire, il n'y a pas des choses à faire ? Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a effectivement permettre aux personnes d'avoir un œil critique sur leur alimentation et savoir faire des choix, mais savoir aussi comment cuisiner. Et puis, il y a aussi tout ce volet sur l'environnement. Enfin, je veux dire, vous parlez d'industrie. Donc, ça ne dépend pas que de la personne qui sait ou sait pas faire manger, qui sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour ou pas. Ça passe par toute une action sur l'environnement. On peut pas se les payer. Oui, mais je pense que on dit 5 fruits et légumes, c'est dans notre utopie. Si on en mange un et qu'on en mange 2, c'est bien. Non mais sincèrement, je suis pas là pour mettre Marie sur le grill, c'est pas ça. C'est un échange que nous faisons. Moi, ça m'intéresse énormément parce que c'est un peu le message que j'essaye de faire passer. Mais voilà, on promet des choses qu'on disait tout à l'heure, on revient, et ça prouve une nouvelle fois supplémentaire. Oui, on nous dit à la télé, faut manger 5 fruits et légumes, blablabla. Pour moi, c'est du blabla. Ah non, je pense qu'en fait, c'est juste d'envisager les choses autrement. C'est-à-dire que la personne qui mangeait pas de fruits et légumes ou peu, c'est d'en manger un peu plus, au regard aussi de ce qu'elle peut. Ouais. Et puis, faut garder aussi cette notion de plaisir, de manger. Ouais. Donc voilà, mais ça dépend pas que des comportements. Aujourd'hui, le comportement alimentaire, il va au-delà du savoir-faire. Sinon, tout le monde mangerait 5 fruits et légumes par jour, parce qu'on le sait tous. On peut pas demander à des élèves aujourd'hui d'aller manger à la cantine correctement s'il faut attendre 1h30. Oui, voilà. Non mais. Et alors, donc, on revient sur des budgets, on revient encore une fois de plus. C'est des moyens, c'est des effectifs, c'est des choses. Je suis désolé, mais ça veut dire que on va à une médecine, par exemple, à 2 vitesses, où celui qui aura de l'argent, il pourra se soigner, puis l'autre, il n'a qu'à bien mourir. Après, il y a des choses qui ne dépendent pas vraiment de la médecine. Là, le changement de règlement suffirait
diminuer l'attente à la cantine. Ah, il y a des choses simples qui se font. Ouais, mais ça, il n'y a pas besoin de ministre pour ça. C'est des organisations, mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est pour ça, ça fait que conforter. C'est super les actions que vous menez. Alors Marie, merci beaucoup. Merci pour cet échange.